Madame, Monsieur, en dépit des tragédies que vivent nos démocraties avec la barbarie des récentes attaques islamistes à Paris contre des innocents, d'autres événements importants, mais moins visibles, se produisent. Aussi, je vous remercie de votre présence à cette conférence de presse pour tenter de dresser le bilan avec vous de ce rapport taxe et réagir au vote de ce jour. Dans ce contexte de prolongement de la crise économique mondiale, l'enjeu est de taille pour la santé de nos finances publiques nationales et de nos contribuables. Il faut oser dénoncer que le carcan de la libre circulation du capital, des marchandises et des personnes induit une prise de pouvoir de la sphère économique et financière mondialisée sur la sphère politique, nationale et européenne. De fait, les dirigeants UMPS et de l'Union européenne ont commis une capitulation volontaire devant les exigences économiques et financières des multinationales. Vous vous souvenez peut-être certainement en novembre 2014 du scandale dit des LuxLeaks qui avait mis en lumière les stratégies d'optimisation fiscale et certaines multinationales implantées en Europe. Cette affaire de fuite des rescrits fiscaux au Luxembourg n'a pas été révélée par les élites européistes, évidemment, mais grâce à Antoine Deltour et au consortium international des journalistes, dont nous soulignons ici leur rôle courageux de lanceurs d'alerte. Durant 20 ans, à la tête du Grand-Duché du Luxembourg, figurait qui? L'actuel président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. La révélation de ce stratagème fiscal déloyal a donné un coup de pied dans la fourmilière de l'Union européenne et a été le point de départ d'une réflexion sur l'optimisation fiscale agressive en Europe. De quoi s'agit-il exactement? Pour mémoire, les rescrits fiscaux luxembourgeois, ou tax ruling, sont largement utilisés par des grandes firmes multinationales dans le cadre de leur planification fiscale mondiale afin de réduire très fortement le montant de leur taux effectif d'impôt sur les bénéfices, estimé environ à 5% en moyenne. Bien que légaux, ces rescrits fiscaux sont une forme de dumping fiscal privant de nombreux États européens de leur rentrée fiscale. Le contenu de ces rescrits fiscaux demeure secret. Ni le nom des entreprises bénéficiaires, ni le taux effectif d'imposition négocié ne sont connus. Rien qu'au Luxembourg, on dénombrait en 2014 environ 343 sociétés multinationales sous le régime des tax rulings. Ces situations inacceptables sont le résultat d'un petit nombre de pratiques ou de législations abusives. Les principales sont les rescrits fiscaux au Luxembourg, les lois sur la propriété intellectuelle, ce qu'on appelle les patent box, le régime Murphy aux Pays-Bas et le taux d'IS en Irlande de 12,5% environ. Alors que les traités de l'Union européenne imposent une obligation de coopération loyale entre États membres, la pratique réelle en matière fiscale est aux antipodes. Certains États inamicaux privilégient la concurrence fiscale dure pour attirer de la base imposable et des compétences sur leur sol, plutôt que de coopérer. Depuis le régime de libre-échange de l'Union européenne, entré en vigueur en 1993, la divergence des législations fiscales couplée avec la liberté d'établissement transfrontalier a permis à des multinationales d'éluder sans vergogne une majorité de l'impôt société qu'elles auraient pu éliminer auparavant. Dans la pratique de ces grandes entreprises se sont organisées méthodiquement pour localiser les bénéfices dans les pays les plus accommodants de l'Union, donc le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Irlande. Ou pire, dans des paradis fiscaux offshore, les Bermudes, les îles Caïman, îles de Man, etc. À titre d'exemple, l'hebdomadaire Marianne a cité pour la France le chiffre de 4,2 milliards d'euros en 2012 de perte de recettes fiscales uniquement pour les entreprises américaines. Et Facebook n'aurait payé en France que 320 000 euros d'impôts en 2014. Quant à Starbucks, la société n'aurait toujours pas payé en 1 euro d'IS depuis 2004, année de son implantation en France. En France toujours, la commission des finances de l'Assemblée nationale a chiffré récemment environ 15 milliards d'euros par an, j'insiste bien, 15 milliards d'euros par an de manque à gagner fiscal, soit environ 20% de notre déficit budgétaire annuel actuel. De plus, ces montages d'ingénierie fiscale ont été rendus possibles avec l'assistance active, voire la complicité de grands cabinets comptables et de conseils internationaux, ce qu'on appelle les Big Four, PricewaterhouseCoopers, pour le Luxembourg en particulier. Au passage, il est utile de rappeler que le cabinet Pricewaterhouse est toujours le prestataire de la Commission européenne. Au regard de l'indignation générale causée par ce scandale en novembre 2014, juste après l'élection de M. Jean-Claude Juncker, les institutions de l'Union européenne ont cru bon de réagir très vite pour calmer l'opinion publique européenne. Le Parlement a en réponse créé en février 2015 la commission taxe
pour faire officiellement la lumière sur les rescrits fiscaux et autres mesures assimilées et formuler des propositions correctives. Hélas, il s'agissait d'une simple commission spéciale ou administrative. C'est là que l'élite européiste a fait bloc et a démontré sa solidarité de caste. Afin de protéger Jean-Claude Juncker, l'un des leurs, l'ensemble de la classe politique, PPE, SED, ALDE, s'est entendu pour esquiver une commission d'enquête parlementaire qui aurait disposé de pouvoirs relatifs d'investigation et même de sanctions sur les contrevenants. La commission de taxes qui en découla a vite trouvé ses limites de fonctionnement, en dépit de la rigueur et de la conscience professionnelle de son président Lamassoure et de ses deux corapporteurs, que je dois effectivement reconnaître. Lorsque les multinationales ont refusé délibérément de se présenter aux convocations ou lorsque nous n'avons pas obtenu de la Commission européenne l'ensemble des documents de travail nécessaires, il était assez savoureux à ce moment-là de voir la colère des députés PPE, SED et ALDE s'offusquer de leur impuissance et de l'absence de respect à leur égard. Encore une contradiction de ces européistes forcenés qui pleurent les effets des causes qu'ils adorent. À ce titre, après des mois d'attente, l'audition de M. Juncker, le 17 septembre dernier, devant la commission de taxes, s'est avérée une véritable parodie. Le président de la Commission européenne, tout goguenard, a éludé tout débat au sujet de sa responsabilité personnelle, privant ainsi le Parlement d'un témoignage crucial et empêchant la commission de taxes d'exécuter correctement son mandat. Avec le plus profond mépris pour les parlementaires d'opposition, un peu incisifs à son égard, M. Juncker répondait également, avec le plus grand cynisme, qu'il ne savait rien de la gestion de son administration et donc qu'il n'était en rien responsable. Idem pour les auditions surréalistes de la semaine dernière des grandes firmes multinationales comme Google, Facebook, Amazon, HSBC, Barclays, Ikea, Philip Morris, etc. Dans une attitude tout à fait désinvolte, leurs dirigeants nous ont expliqué qu'ils ne se considéraient pas du tout comme totalement innocents et en conformité avec la loi fiscale nationale. Ces multinationales n'ont dénié venir que sous notre menace de voir leur accréditation suspendue au sein des institutions européennes. Un risque bien trop grand pour leur lobbying permanent auprès de la Commission européenne et du Conseil, qui serait néfaste pour leur business. Pourtant, ce problème de l'optimisation fiscale agressive est loin d'être nouveau dans l'Union, mais pendant trop longtemps, rien n'a été fait. Le groupe de travail Code de conduite créé en 1998 fut un échec flagrant. Au niveau européen, sur 5 procédures engagées pour atteinte à la concurrence, basées sur les articles 107 et 108 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, seules 2 condamnations contre Fiat et Starbucks ont abouti en octobre 2013 à 20 millions et 30 millions d'euros respectivement. Ces amendes ponctuelles font rire les multinationales eu égard aux milliards d'euros de bénéfices nets engrangés annuellement dans les pays. L'Union européenne est faible avec les multinationales mais forte avec les Grecs. Prospérité pour les riches contre austérité pour les pauvres. En France, en théorie, les montages fiscaux agressifs pourraient être sanctionnés sur la notion d'abus de droit, telle que définie à l'article 64 du livre de procédure fiscale, ce qui permet à l'administration fiscale de requalifier une opération en montage à but exclusivement fiscal. Jusque-là, les gouvernements UMPS ont été très peu efficaces contre les dérives des grandes entreprises sur notre territoire. À problème global, solution globale. En matière de lutte contre l'évasion fiscale, toute la difficulté réside dans l'équilibre entre une coopération internationale pour éviter la guerre fiscale entre les États membres, tout en conservant la souveraineté dans le domaine fiscal, dernier bastion des nations. L'objectif ciblé est avant tout celui de la justice fiscale et donc sociale, pour permettre aux pays de récupérer le produit net de l'impôt et ainsi rééquilibrer leur budget. D'une part, la délégation française de l'ENL, l'Europe des nations et des libertés, dans une logique de pragmatisme et d'efficacité, a soutenu l'ensemble des initiatives visant à mettre un terme aux paradis fiscaux au niveau de l'Union européenne. D'autre part, la délégation française de l'ENL vise 2 idées forces pour lutter contre ce fléau démocratique de l'évasion fiscale. Le premier, l'imposition des bénéfices dans les pays où ils sont réalisés. Le deuxième, éviter la double imposition, mais aussi la double non-imposition des bénéfices réalisés dans l'Union. Concrètement, nous sommes favorables à l'implémentation du plan BEPS de l'OCDE, également à une campagne de contrôles fiscaux et redressements nationaux fondée sur la clause anti-abus et détournement, basée donc sur l'article 64 du Code général des impôts, non réclamée dans le rapport taxe. Pour nous, il est une nécessité morale
de faire payer l'IS détourné des finances françaises. Nous sommes également d'accord pour une action de la Commission européenne au titre de la législation sur les aides d'État, à condition que les produits des amendes soient reversés aux États victimes et non pas aux États coupables. Sur le rapport taxe, nous soutenons l'harmonisation de la base imposable sur l'IS grâce à la création d'une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés au niveau européen, c'est-à-dire ce qu'on appelle le plan AXIS ou en anglais le CCCTB. Nous soutenons également le télééchange automatique d'informations entre les administrations, mais à condition qu'il soit le plus large possible, c'est-à-dire tous les rescrits encore en vigueur dès à présent et surtout transfrontaliers comme nationaux. Nous soutenons le reporting pays par pays. Nous sommes favorables également au contrôle des prix de transfert et nous sommes favorables à une diffusion confidentielle des rescrits entre administrations fiscales afin de ne pas nuire au secret d'affaires des entreprises. Enfin, nous souhaitons des sanctions contre les entreprises qui ont fraudé ou les cabinets également de conseil qui les ont aidés dans les montages d'évasion fiscale. La délégation française de l'ENF a voté aujourd'hui en faveur de ce rapport taxe. Toutefois, ce n'est pas pour autant un blanc-seing. Notez bien que la délégation française de l'ENL est totalement opposée à une union fiscale par les taux, c'est-à-dire à l'harmonisation des taux en matière d'impôts directs, notamment pour l'IS. La souveraineté fiscale des États doit rester intacte. Opposé également au rôle centralisateur donné à la Commission européenne et opposé également aux conventions multilatérales en matière fiscale. J'ajoute qu'en réparation du préjudice passé subi par la France pour recouvrer les pertes fiscales, le FN appelle le gouvernement français à donner des instructions à Bercy pour engager des contrôles fiscaux à l'encontre des entreprises soupçonnées d'abus d'évasion fiscale et de fraude fiscale, et d'appliquer également strictement la loi sur les rappels d'impôts. Sur l'ensemble des grandes entreprises françaises privées comme publiques, le potentiel de recettes fiscales à recouvrer pourrait être de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Si le rapport taxe va globalement dans le bon sens, en revanche, nous resterons très vigilants et critiques sur le retour du Conseil et de la Commission européenne. Enfin, pour nous projeter sur les élections présidentielles 2017, évoquons quelques pistes de réflexion technique possibles avec vous. Au niveau national, pour rendre la France son attractivité fiscale internationale et redynamiser l'activité économique, nous souhaiterions maintenir une concurrence des taux d'IS. À ce titre, nous envisageons une baisse probable de l'impôt sur les sociétés en contrepartie d'investissements et d'embauches en France par les multinationales. Nous souhaiterions également, pour s'adapter à la mutation de l'économie classique vers l'économie numérique délocalisée, c'est-à-dire le e-commerce, instaurer un mécanisme de collecte de la TVA à la source par le système bancaire français pour contrer la fraude de la TVA sur les ventes en ligne. Enfin, l'application d'une taxe supplémentaire par les collectes pour les IP nationaux pour l'usage de données personnelles des citoyens en France. Toutefois, les modalités détaillées définitives du projet de fiscalité des entreprises seront précisées lors de la campagne présidentielle de Marine Le Pen. En résumé, rappelons que ce rapport taxe cherche à résoudre des problèmes européens de lutte contre les évasions fiscales que nous n'aurions évidemment pas si nous étions dans un modèle de protectionnisme intelligent aux frontières prôné par le Front National. Cela va de soi, mais cela va mieux en le disant. À l'heure où les politiciens UMPS et l'Union européenne ne parlent que de réformes structurelles, d'austérité budgétaire et de sacrifices sociaux, le FN veut engager la riposte fiscale pour notre indépendance nationale. Par ailleurs, nous disons à Google, Amazon, Facebook et autres firmes numériques qu'il est totalement hypocrite d'afficher sur leur écran d'accueil une compassion de façade pour les attentats terroristes. La majorité des citoyens n'est pas dupe de leur compassion purement marketing. En revanche, la solidarité véritable, c'est de payer ses impôts dans le pays pour justement financer la sécurité intérieure. Je vous remercie et je me livre à vos jeux de questions-réponses si vous le souhaitez. Oui. Merci. Vous pouvez vous présenter. Oui. Élodie Lamère de l'Agence Europe. Il y a un débat en cours en ce moment sur prolonge-t-on la commission, ne la prolonge-t-on pas, avec quel mandat. Je vois dans le document qui nous a été distribué que vous êtes pour que la responsabilité personnelle de Jean-Claude Juncker soit plus clairement établie. La GUE et les Verts disent plutôt eux qui veulent
établir les responsabilités politiques de manière générale. Il ne parle pas de Jean-Claude Juncker, mais donc du coup, j'ai tendance à conclure que vous pourriez vous allier avec les Verts et la GUE. Je me demandais quel était votre point de vue dans ce débat. Merci. Donc en fait, vous avez deux questions. La première, vous dites, est-ce que nous sommes d'accord sur le principe de prolongation de cette commission? Sur le principe, oui. Moi, je pense que je dirais que tout le travail préalable et d'investigation, autant qu'on ait pu le faire, a déjà été réalisé. Donc ce rapport est une conclusion qui est plutôt bonne. Maintenant, la question de prolongation de la Commission jouait sur l'aspect de la récupération des documents qui sont très sensibles, mais pour lesquels nous avons obtenu que la moitié, a priori, de la part de la Commission européenne, de ces documents provenant des multinationales qui ont bien voulu collaborer. Donc effectivement, on est plutôt favorable pour la prolongation, mais encore une fois, c'est administratif, à mon sens. La deuxième question, est-ce que nous sommes plutôt d'accord avec la GUE? En fait, on n'est pas d'accord avec les autres partis de manière générale. Nous avons une vision, nous, tout à fait stratégique et à long terme de notre action politique et tout à fait nationale. La question, si vous voulez, c'est qu'il faut mettre en exergue effectivement la responsabilité politique, voire personnelle de M. Juncker, puisque, j'ose le dire, c'est le pirate en chef de l'évasion fiscale européenne. Et donc, le fait que justement ça n'a pas été une commission d'enquête parlementaire qui puisse avoir des pouvoirs d'investigation et surtout de sanctions prouve bien que M. Juncker a voulu s'exonérer de ses responsabilités et qu'il a été couvert par la majorité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des partis politiques. Voilà, que ce soit PPE, SED, ALDE, etc. Juste sur ce point, je crois qu'il ne faut pas s'en prendre à Jean-Paul Juncker à titre personnel. Je crois c'est pas le pire, si je puis le dire. Je crois qu'il est au centre d'un système qui, malheureusement, depuis 20 ans, le Luxembourg, et quelque part, on voit que l'Europe des nations se révèle toujours, hein, c'est-à-dire l'Europe des intérêts, malgré tout, et des intérêts nationaux. Le Luxembourg n'a pas joué le jeu. Le Luxembourg n'a évidemment petit pays, hein, plus petit que l'Alsace, je rappelle, 500 000 habitants, l'Alsace 1,5 million, n'existe que parce que c'est d'une certaine manière un paradis fiscal. Et c'est la base de son business. Là, une fois, vous voyez que derrière un discours européen, que Jean-Paul Juncker tient bien, vous avez une pratique qui est, elle, comme on appelle, un passager clandestin. C'est-à-dire, je m'accroche au wagon européen ou à la locomotive européenne pour, en fin de compte, de manière clandestine, profiter de cette Europe pour moi, en dehors de toute règle. Et au-delà de cette pratique de M. Juncker, nous trouvons des passagers clandestins un peu partout. Vous voyez comment Mme Merkel se comporte en Allemagne, profite de l'Europe pour les intérêts de l'Allemagne. Et en fin de compte, il y a une énorme hypocrisie dans ce discours européen qui ne veut pas reconnaître d'une certaine manière les intérêts nationaux. Je crois qu'il vaut beaucoup mieux reconnaître les intérêts nationaux comme nous le faisons pour construire à partir de ces intérêts, dévoiler une coopération et voir qu'est-ce que l'Europe peut faire en termes de valeur ajoutée dans l'Europe des nations. Et c'est tout un système aujourd'hui qui se révèle. Je m'excuse de... Oui, en fait, l'idée, c'était plutôt, ma question était plutôt quel mandat alors pour la commission taxe 2? Est-ce que c'est plutôt un mandat qui, comme le SED ou l'ADLE, comme c'est en train de se dessiner entre les trois grands groupes, est-ce qu'on suit la mise en œuvre des recommandations ou est-ce que, comme plutôt la GUE, les Verts le veulent, est-ce qu'on continue à enquêter pour établir des responsabilités politiques? Je crois que
les deux options convergent, si vous voulez. On peut tout à fait. D'ailleurs, vous parlez de commission de taxe 2. En fait, c'est la même commission qui va se prolonger. Quelle va être. Il n'y a pas de nouvelle mission, si vous voulez. C'est simplement de pouvoir récupérer la deuxième partie de la manne de documents qui sont encore détenus à la Commission européenne. Mais je dirais qu'aujourd'hui, la balle est dans le camp de la Commission européenne. Il va falloir qu'elle se prononce au regard du rapport taxe qui a été rendu, qui a été voté. Donc la Commission a déjà planché sur certaines réponses dans un paquet de solutions qu'elle a déjà avancées depuis le milieu d'année 2015. Mais je crois qu'il va falloir qu'elle aille un petit peu plus loin et puis surtout qu'elle prenne position. Voilà. Je dirais que pour moi, la prolongation de cette commission de taxes est purement administrative. Hein. C'est-à-dire pouvoir finir le mandat qui lui a effectivement été fixé à l'origine. Hein. Je crois que demain, la conférence des présidents doit trancher et doit donner sa réponse.